Alors, nous avons le plaisir de poursuivre maintenant avec Madame Catherine Mongenet, qui est professeure d'informatique à l'Université de Strasbourg. Elle a été de 2009 à 2012 vice-présidente en charge de la politique numérique de l'Université de Strasbourg. Et depuis mai 2013, elle est chargée de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France pour le projet appelé France Université Numérique FUN. Et elle coordonne la mise en place des plateformes nationales MOOC sur ce projet, cette plateforme FUN. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Pour l'applaudir. Voilà. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je voudrais, dans cette présentation, voilà, d'abord vous dire que vous avez sans doute entendu parler du projet FUN et vous le voyez comme une plateforme de MOOC. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce projet s'inscrit dans une stratégie globale que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place l'année dernière. Et je voudrais vous présenter un petit peu cette stratégie globale pour que vous voyez bien l'intention du ministère autour du numérique pour l'enseignement supérieur. Ensuite, je vous parlerai effectivement de ce que vous connaissez sans doute via les médias, c'est-à-dire de la plateforme de MOOC FUN. Je vous ferai un premier bilan, je vous montrerai un peu quelles sont les perspectives d'évolution. Et puis, je voudrais aussi vous raconter comment cette initiative autour des MOOC a mis en marche une communauté dans les universités et les écoles françaises. Et je voudrais vous raconter un petit peu ce qu'on fait autour de cette communauté. Et puis, évidemment, quelques mots de conclusion. Alors, ce que Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a voulu au début du quinquennat de François Hollande, c'est vraiment doter l'enseignement supérieur français d'une stratégie numérique globale. Cette stratégie numérique globale, elle a été présentée en octobre de l'année dernière et c'est ce qu'on appelle l'agenda numérique pour l'enseignement supérieur. Cet agenda numérique, il est vraiment structuré autour de 4 grands axes stratégiques. Le premier, ce sont évidemment les étudiants, avec l'ambition d'utiliser le numérique comme un levier pour transformer les formations et pour améliorer la réussite des étudiants. Le deuxième grand axe stratégique, c'est évidemment les enseignants, la formation, l'évolution des formations et l'évolution des pratiques pédagogiques que le numérique va induire. Le troisième axe, c'est le numérique se conçoit comme un tout sur les campus. Donc le troisième axe, c'est vraiment comment le numérique va être transformant dans les campus, dans les infrastructures, dans la vie sur les campus. Et puis évidemment, le dernier axe qui est important pour le ministère et pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est la visibilité des établissements français, c'est leur attractivité à l'international, avec évidemment un point central sur la francophonie. Alors, quelques mots sur ces 18 actions de l'agenda numérique. Donc, des actions qui couvrent l'ensemble des champs du numérique, toute la question des infrastructures à l'état de l'art. On y met beaucoup de moyens régulièrement. Il faut continuer d'y mettre les moyens si on veut rester à l'état de l'art. Sur ces questions d'infrastructure, il y a évidemment les problématiques de réseau, les problématiques de Wi-Fi, des problématiques qui sont importantes aujourd'hui dans les établissements français, des data centers, du cloud computing, toutes ces questions qui vont aider à la structuration des infrastructures de base de nos établissements. Un point important autour des systèmes d'information est d'avoir des systèmes d'information qui soient demain plus performants qu'ils ne sont aujourd'hui. Les services numériques auprès des étudiants, très important. Les cartes multiservices sur les campus, du développement du podcast, des learning management systems qui soient performants, toutes ces questions-là. Et puis un point central, et c'est ce point-là qui s'appelle France Université Numérique dans l'agenda numérique, qui est la transformation des formations avec et par le numérique. Évidemment, tout ça s'accompagnera évidemment des évolutions des pratiques pédagogiques. Ce que Mme Fioraso a souhaité également mettre dans cet agenda numérique, c'est la place de la recherche dans le domaine de l'éducation et comment le numérique doit être analysé par les chercheurs pour améliorer les performances dans les mécanismes d'apprentissage et les mécanismes d'enseignement.
un point également important qui est dans l'agenda numérique et qui a des incidences sur un certain nombre de programmes nationaux, c'est la place du numérique dans les bâtiments universitaires. Je ne sais pas comment, enfin, quand je vois le magnifique bâtiment dans lequel on est accueilli, je me dis que c'est peut-être moins un problème chez vous, mais vous imaginez en France, les constructions dans les universités datent des années 60, 70. Il y a aujourd'hui un énorme programme de rénovation des bâtiments. Ce programme de rénovation des bâtiments, il ne peut pas se faire sans penser le numérique, sans penser la manière dont on doit réhabiliter les bâtiments, sans penser la manière dont les étudiants arrivent sur les campus avec leur téléphone portable, avec leur tablette, comment ils ont envie de travailler sur les campus de la même manière, avec des outils numériques qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours. Donc, ce plan de transformation qui est accompagné par des plans immobiliers, il doit absolument intégrer le numérique et c'est une action tout à fait structurante de l'agenda numérique pour l'enseignement supérieur globalement. Et puis évidemment, en France, comme ici et comme dans beaucoup de pays, il y a une vraie dynamique dans un écosystème de start-up privées autour du numérique et autour de solutions innovantes dans le domaine de l'éducation. Et donc là aussi, dans l'agenda numérique, une volonté affichée très claire de dire, de penser et de faire qu'il est important que le secteur public de l'enseignement supérieur coopère efficacement avec toutes ces start-up qui peuvent apporter des solutions innovantes à l'enseignement et accessoirement à la réussite des étudiants. Et donc, une des actions, c'est ce projet France Université Numérique, dont l'ambition est vraiment d'accompagner les établissements à la transformation des formations dans un continuum depuis le présentiel. Comment est-ce que le numérique peut mieux accompagner les étudiants sur les campus? Comment est-ce que le numérique peut mieux accompagner les enseignants qui enseignent sur les campus à travers des LMS performants, à travers une incitation à utiliser des dispositifs numériques dans la vie sur les campus et dans l'enseignement, jusqu'au développement d'une offre de formation en ligne qui soit plus riche en France et qui cible des secteurs sur lesquels les établissements d'enseignement supérieur français doivent se développer. Un des sujets, c'est le sujet de la francophonie. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet de la formation tout au long de la vie. C'est évidemment un marché sur lequel il y a beaucoup de développement à faire et pour lequel, en tout cas en France, les universités et les écoles sont assez mal positionnées. Donc une véritable ambition de la part de Geneviève Fioraso et du ministère de dynamiser le développement d'une offre de formation en ligne dans le domaine de la formation continue, de la formation tout au long de la vie. Et puis, dans ce continuum de formation dans lequel j'oublie pas le développement de formations hybrides, blended learning, sont arrivés les MOOC. Et donc, c'est comme ça que, dans le cadre du projet FUN, nous nous sommes attelés l'année dernière à mettre en place une plateforme de MOOC destinée aux établissements d'enseignement supérieur. Et cette plateforme, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui probablement, c'est la plateforme FUN, dont je voudrais vous dire quelques mots. Donc, si vous êtes allé regarder ce qui se passe sur le net, si vous vous êtes inscrit à l'un ou l'autre cours, vous aurez vu cette plateforme. Ça, c'est la page de garde de la plateforme. Vous avez quelques vignettes de cours en bas de l'écran. Et donc, cette aventure autour de la plateforme de MOOC FUN, elle a démarré l'année dernière. Elle a démarré l'année dernière au mois de mai. Au mois de mai, quelques établissements français précurseurs étaient en train de construire des MOOC. Et ces établissements ont sollicité le ministère en disant « Nous voudrions avoir une plateforme mutualisée sur laquelle mettre tous nos MOOC », sachant que quelques rares établissements avaient fait la démarche d'aller mettre des MOOC sur Coursera, que certains établissements français, pour différentes raisons, mais en particulier pour la problématique de la confidentialité des données, ne souhaitaient pas, les données d'apprentissage des étudiants, ne souhaitaient pas mettre leur MOOC sur Coursera. Et donc, globalement, il y avait une envie pour les établissements qui étaient entrés dans le processus de construire des MOOC, de concevoir des MOOC, de chercher une solution mutualisée sur laquelle pourrait se mettre l'ensemble des MOOC des établissements d'enseignement supérieur français qui le souhaitaient. Pour autant, lorsque, au mois de mai, on interrogeait les experts, ces experts nous disaient il n'y a pas véritablement de solution technologique au mois de mai de l'année dernière
qui nous paraissent suffisamment matures pour que nous, collectivement, nous puissions choisir une solution. Et il y a un phénomène qui a changé la donne l'année dernière, c'est la mise en open source au 1er juin du code d'EDX sous le nom de code d'OpenEDX. Le 2 juin au matin, tous les experts français du domaine des MOOC avaient pris le code d'OpenEDX et étaient en train de l'installer sur leur PC, leurs ordinateurs, etc. Et quand on a réinterrogé ces experts à la mi-juin, les mêmes experts qui, au mois de mai, nous disaient « les technologies de plateforme de MOOC ne sont pas matures, laissez-nous continuer d'expérimenter encore pendant quelques mois sur différentes technologies ». Certains voulaient faire des MOOC sur Moodle, d'autres sur Sakai, d'autres parlaient de Canvas, d'autres avaient des solutions maison, d'autres voulaient aller sur Claroline. Et en mai, ces experts nous disaient « si vous voulez faire quelque chose d'utile au niveau du ministère, faites un portail agrégateur qui donne à voir à l'ensemble des MOOC des établissements d'enseignement supérieur français. » À la mi-juin, l'analyse de ces mêmes experts, c'est de dire « finalement, nous considérons que le code OpenEDX est un code qui est plus mature, c'est un code qui est en open source, c'est un code qui va être promis à un bel avenir, c'est un code sur lequel nous allons pouvoir apporter des fonctionnalités innovantes, collaborer, contribuer. » Et donc, les collègues nous ont poussés à réfléchir à la mise en place rapide d'une plateforme de MOOC ouverte à tous les établissements d'enseignement supérieur français en s'appuyant sur cette technologie OpenEDX. Donc le choix, c'était clairement une plateforme open source, une technologie qui va pouvoir être évolutive, qui est ouverte et sur laquelle les établissements d'enseignement supérieur qui ont des ressources techniques vont pouvoir contribuer. Avec... C'est dommage, l'écran est tellement petit que je n'arrive pas à lire, je suis désolée. Avec un enjeu majeur qui est l'enjeu de la confidentialité des données des étudiants. Donc, une fois qu'on a pris la décision de se lancer dans ce projet, de mettre en place une plateforme OpenEDX pour les établissements d'enseignement supérieur français, on a mis autour de la table un certain nombre d'acteurs qui nous ont aidés dans cette démarche. Évidemment, ce ne pouvait être que des acteurs publics. Merci. Ces acteurs publics, donc c'était d'un côté l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en informatique et automatique, qui s'est occupé de toute la partie applicative, donc déployer le code, déployer la technologie. Nous avons installé dans un data center de l'enseignement supérieur qui est à Montpellier, qui s'appelle le CINES, nous avons installé une série d'infrastructures pour héberger cette technologie. Et puis, nous avons travaillé avec le réseau national qui irrigue tout l'enseignement supérieur, qui est le réseau Renater, pour pouvoir offrir le dispositif globalement. Nous hébergeons les vidéos sur Dailymotion, qui, vous le savez peut-être, est le concurrent français de YouTube. Nous avons, au fil des semaines, également associé quelques startups qui nous ont aidés à développer tout ça, sachant qu'on s'est lancé dans un calendrier qui était relativement contraint. D'ailleurs, je dois vous dire qu'au mois de juillet l'année dernière, quand on a expliqué que notre calendrier était celui que vous voyez là, c'est-à-dire on se réunit le 12 juillet pour lancer le projet et la plateforme sortira en octobre, beaucoup de gens nous ont dit que, ou nous ont même pas, n'ont souvent pas osé nous dire, mais on pensait très fort et ça nous est revenu que c'était un projet complètement fou et qu'on n'y arriverait pas. De facto, on y est arrivé grâce à une mobilisation vraiment très très importante des équipes avec lesquelles on a travaillé, des experts de nos établissements. On a associé une trentaine d'universitaires au groupe de travail qu'on a mis en place l'année dernière parce qu'il nous paraissait important que ce projet soit vraiment un projet qui soit pas un projet technologie pour la technologie, mais bien un projet à des fins pédagogiques. Donc on a associé des universitaires pour nous aider à comprendre comment faire avancer ce projet en ayant vraiment la vision des enseignants, la vision des étudiants et la vision des fonctionnalités dont on avait besoin d'apprendre dans un souci d'apprentissage et de pédagogie. Donc la plateforme a effectivement ouvert au mois d'octobre l'année dernière avec les 25 premiers MOOC de l'enseignement supérieur français. Donc, si vous voulez, il y a eu toute cette histoire au fil de l'été où on a fait ce qu'il fallait pour apporter une solution, mais vous voyez bien qu'en parallèle, dans les établissements d'enseignement supérieur,
Les 10 premiers qui ont fait les 25 premiers MOOC, eux aussi ont travaillé à partir du mois de mai-juin à construire leur MOOC pour que tout arrive sur la plateforme à l'automne de l'année dernière. Évidemment, ces cours ont été ouverts aux inscriptions en octobre et ils ont démarré à partir de janvier. Ah, mais oui, je dis que vous avez vu le calendrier, mais vous ne le voyez pas parce que j'avais oublié d'appuyer. Donc, je vous demande, je m'excuse. Voilà donc le calendrier que je viens de vous décrire. Toutes mes excuses. Alors, quelques éléments sur cette plateforme. Donc, elle est au service de la politique éditoriale des établissements. Ce sont bien chacun des établissements qui mettent des MOOC sur Fun qui sont responsables des MOOC qu'ils mettent et des choix éditoriaux qu'ils font. Nous avons fait tout un travail l'été dernier pour aider les établissements dans les licences. On a fait en particulier un travail sur les licences Creative Commons. Et aujourd'hui, lorsqu'un enseignant, une équipe pédagogique vient sur Fun, il peut choisir l'une des 3 licences Creative Commons non commerciales. Et on a fait tout un travail pédagogique pour leur expliquer ce que signifiait chacune de ces licences et ce à quoi ça les engageait. Certains établissements souhaitaient tout de même avoir une licence privative. Donc, pour le coup, on a une licence, en plus des 3 choix de licence Creative Commons, une licence qui est beaucoup plus restrictive que certains établissements ont choisi. Évidemment, le choix délibéré que nous avons fait auprès de la Commission nationale de ne faire aucun usage commercial des données d'apprentissage. Pour autant, plusieurs orateurs ce matin ont parlé et Samantha en particulier a parlé de la nécessité d'analyser les données pour animer la recherche et mieux comprendre comment le numérique transforme les pratiques pédagogiques et les mécanismes d'apprentissage. Donc, on a pris également une résolution que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui est d'anonymiser l'ensemble des données et de pouvoir mettre ces données anonymisées à disposition des équipes de recherche françaises qui souhaitent travailler sur ces données pour mieux comprendre comment fonctionnent les processus d'apprentissage. Et puis par ailleurs, évidemment, OpenEDX est une technologie aujourd'hui qui a un certain nombre de fonctionnalités, mais on sait bien qu'il existe des tas d'outils qui peuvent améliorer l'expérience utilisateur. Et il y a en France un écosystème de start-up dans le domaine de l'innovation pour l'éducation qui est très très riche. Et donc on travaille avec un certain nombre de ces start-up pour utiliser leurs solutions et les interfacer avec Fun de manière à enrichir l'expérience utilisateur, que ce soit du côté du prof, avec des outils de sous-titrage, des outils de traduction des verbatims des vidéos, des outils autour de faire des vidéos enrichies, ou du côté des apprenants. Et puis, naturellement, on a une volonté d'ouverture à l'international de la plateforme, dont je vais vous reparler dans un instant. Alors, vous avez ici une image de la situation aujourd'hui. Donc, vous le voyez, on a démarré donc les 25 premiers MOOC qui étaient annoncés sur la plateforme au mois d'octobre de l'année dernière ont effectivement démarré début 2014. Il y en a un qui a reculé un petit peu sa date de démarrage, c'est pour ça qu'il n'y a plus 25, mais 24 sur le transparent. Et vous voyez qu'on a une croissance du nombre de MOOC qui est assez régulière. On a joué 36 MOOC au premier semestre. Il y a 24 nouveaux MOOC qui sont ouverts. D'ici la fin de l'année, on en aura ouvert en tout une 60aine. Et on a de la visibilité jusqu'en mars de l'année prochaine. Et d'ici mars de l'année prochaine, on aura un peu plus de 90 MOOC qui auront été joués sur Fun. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner des chiffres au-delà de cette date-là parce que certains établissements sont encore en train de décider ce qu'ils vont faire et dans quel calendrier ils vont le faire. Ce que vous voyez en gris, ce sont les MOOC qui sont en train de se rejouer. Autant l'année dernière, quand les collègues se sont lancés dans la construction de MOOC, certains se disaient « je fais un MOOC, je vois comment ça se passe et puis je vais apprendre de cela ». Autant aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre d'établissements sont vraiment rentrés dans la logique de on fait un MOOC, on apprend de cette première édition et on va le rejouer. Et donc, on a des MOOC qui sont déjà planifiés pour être joués 3 ou 4 fois d'ici la fin de l'année prochaine. Ça n'est pas encore le cas de tous les MOOC, mais en tout cas, c'est une tendance qui s'inscrit vraiment dans le paysage. En matière d'établissement, vous le voyez, l'année dernière, nous avons démarré avec 10 établissements.
Aujourd'hui, nous en avons une petite vingtaine et d'ici mars de l'année prochaine, on aura une quarantaine d'établissements. Si je fais un zoom sur la partie centrale de la diapo, vous voyez que nous avons des MOOC qui sont dans un certain nombre de domaines d'études. Donc des MOOC dans le domaine de l'environnement, avec une série de nouveaux MOOC qui vient de sortir dans ce domaine-là. Des MOOC dans le domaine du droit, de la santé. Je fais peut-être un point d'arrêt. On a plusieurs MOOC dans le domaine de la santé publique qui sont construits collaborativement entre l'Université de Paris 5 en France et l'Université de la Charité à Berlin. Et ces MOOC-là sont en 3 langues, le français, l'anglais et l'allemand. Nous avons un établissement, Sciences Po, qui a fait le choix de mettre un MOOC en français et un MOOC en anglais. Tout ça pour vous dire que si cette plateforme est ouverte aux établissements d'enseignement supérieur français, il n'y a pas du tout d'obligation à faire les cours en français. Évidemment, un certain nombre de MOOC dans le domaine du numérique et de l'ingénierie. C'est là qu'on a le plus grand nombre de MOOC proportionnellement. Dans le domaine des sciences, aussi pas mal de MOOC. Dans le domaine des sciences humaines, on a 4 ou 5 MOOC. Et dans le domaine du management, avec à cette rentrée-ci, plusieurs MOOC dans le domaine de l'entrepreneuriat qui viennent d'être ouverts. Vous avez ici une image, si vous connaissez certains de ces établissements, voilà l'ensemble des établissements qui, en mars, seront sur Fun. Si vous connaissez un petit peu le système français, vous savez qu'on a une dualité entre les universités et les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'initiative Fun, elle attire aussi bien les universités que les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Un certain nombre de startups avec lesquelles on travaille. Et puis, évidemment, le consortium OpenEDX, les pôles de compétitivité qui existent en France et Dailymotion, qui est donc l'entreprise sur laquelle nous mettons les vidéos. Si je focalise sur vous donner quelques résultats en termes d'inscription. Alors, j'ai envoyé ces slides il y a un mois, donc les chiffres sont un petit peu plus à jour aujourd'hui. On a dépassé depuis quelques jours les 200 000 internautes inscrits sur Fun, ce qui évidemment est sans commune mesure de ce qui se passe sur les plateformes américaines, mais qui, à l'échelle d'une plateforme où l'essentiel des modules présentés sont en français, est assez significatif. Et l'ensemble des MOOC, pour l'instant, attire plus de 380 000 inscriptions. Donc une moyenne de 8 400 inscrits par MOOC au premier semestre, avec un MOOC qui a attiré beaucoup d'internautes, beaucoup plus que cette moyenne, 36 000 inscrits. Ce MOOC qui a attiré beaucoup d'internautes s'appelle « Du leader au manager ». C'est un MOOC qui est fait par une institution qui s'appelle le CNAM et qui a eu un très très grand succès. Probablement une des raisons de son succès est qu'il a attiré beaucoup d'internautes en activité qui avaient envie de venir sur ce MOOC pour s'assurer qu'ils étaient de bons managers, voire qu'ils soient capables demain de devenir de meilleurs leaders. Et il a été remarquablement suivi. Et vu les sollicitations que nous avons eues et que l'enseignante a eues après le MOOC, il est clair qu'un certain nombre d'internautes se sont inscrits à ce MOOC dans une logique de formation tout au long de la vie et de développement personnel. Si on regarde un petit peu ce que donnent les statistiques, donc un petit peu plus d'hommes que de femmes sur Fun. Évidemment, c'est une statistique générale. Quand on zoome sur certains MOOC, et quand on zoome en particulier sur les MOOC dans le domaine de l'informatique ou de la technologie, alors là, on a une proportion de femmes qui baisse autour de 15%. Voilà, ça c'est aussi un élément qui n'est pas inintéressant, surtout quand on sait que, en tout cas en Europe, il y a un grand besoin de renforcer le nombre de personnes compétentes dans ces domaines-là. Pour l'instant, on a une vraie question autour de l'adhésion des filles à ce type de MOOC. Les statistiques en matière d'âge, vous les voyez, sur Fun comme sur les grandes plateformes à l'étranger, ça vaut pour EDX et Coursera. Évidemment, une population, je dirais, des 7 à 77 ans, avec
plus de 60% d'internautes qui ont entre 25 et 50 ans. Donc, à l'évidence, des internautes qui sont, pour l'essentiel, en activité. Cette slide n'est plus tout à fait juste sur la tranche d'âge des 18-25 ans, parce qu'en septembre, on a repassé ces chiffres à la moulinette. Aujourd'hui, on a 17% de cette population des 17-25 ans, ce qui nous rassure un petit peu sur une évolution plutôt positive auprès des jeunes qui ont l'âge d'être étudiants. Les chiffres que vous voyez là sont assez similaires à ce que Samantha disait ce matin quant au niveau de diplôme des internautes. Évidemment, sur Fun, comme sur beaucoup de plateformes, les internautes qui s'inscrivent sont déjà relativement diplômés. Donc vous voyez qu'on a plus de 50% d'inscrits qui ont un master, voire même un doctorat. Alors que le pourcentage de bacheliers est de un peu plus de 10%. 12%, voilà. OK. Licence mean bachelor, right? OK. Alors, bien que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que Samantha disait ce matin sur le drop-out rate, notre incapacité. Bon, je souscris absolument à ce que vous avez dit, Samantha. Je pense que ce n'est pas nécessairement la bonne mesure. Mais comme j'étais sûre que vous me poseriez la question, n'éludons pas. Donc, oui, beaucoup de gens s'inscrivent. Vous êtes inscrits. Beaucoup de gens se sont inscrits sur des MOOC. Vous avez vu, 60% des inscrits sont des salariés. Et vous qui êtes vous-même salarié, vous le savez bien, on prend de bonnes résolutions. Ces sujets de MOOC, on s'y inscrit en un clic. Donc on va s'inscrire, on va même s'inscrire à plusieurs MOOC. Et puis la réalité nous rattrape. On a du travail, on a une famille, on a potentiellement des activités. Donc on s'est inscrit, on va potentiellement venir voir, mais on ne va pas aller partout potentiellement. Donc oui, il y a déjà une déperdition forte entre les inscrits et les actifs. Et puis quand on regarde les actifs, eh bien, évidemment, il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout. Mais encore une fois, quand on regarde ce que font les internautes sur un MOOC, on se rend bien compte que tous n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout. Si vous êtes inscrit à un MOOC, la plupart du temps, c'est pour aller voir ce qu'ont fait vos collègues sur ce MOOC. Vous n'aviez pas dans l'ambition d'aller jusqu'au bout. Vous faites partie des gens qui plombent ces statistiques. Voilà. On a mené une enquête qualitative au mois de mai sur les inscrits à la plateforme. Et on a eu plusieurs milliers de réponses. Et on avait posé une question: est-ce que vous êtes intéressé par une attestation de réussite, une attestation de fin de MOOC? Eh bien, seuls 50% des internautes qui ont répondu à l'enquête, et les internautes qui ont répondu à l'enquête, c'était des gens qui étaient encore sur Fun, donc c'était des actifs. Seuls 50% d'entre eux étaient intéressés par une attestation à la fin du MOOC. Donc ça prouve bien que les raisons que chacun a d'aller sur un MOOC sont très variables. Il y a un MOOC de philosophie qui a eu beaucoup de succès, 15 000 inscrits. À l'échelle d'un MOOC sur Fun, c'est le deuxième MOOC en termes de nombre d'inscrits. Les gens qui se sont inscrits sur Fun avaient beaucoup de... à ce MOOC avaient des profils très différents. Et un internaute a écrit un commentaire le premier jour sur le forum en disant: moi, je me suis inscrit parce que mon fils est en terminale, il va passer philo, j'ai eu une mauvaise note en philo, je suis nulle en philo, mais je voudrais pouvoir discuter philosophie avec lui pendant son année de terminale. Donc, je m'inscris au MOOC. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui voulait à la fin avoir un papier entre les mains attestant qu'il était devenu suffisamment bon en philosophie pour le mériter. Alors, le point suivant, mais ça me fait penser qu'il y a une diapo qui a sauté. Est-ce que vous l'avez vu, la diapo où on voyait la répartition sur le globe? Non, bon, alors, c'est une erreur. Donc, avant de vous présenter ce qui est sur ce slide, je voudrais vous donner un autre élément. Sur Fun, évidemment, un peu plus de 80% des internautes sont des internautes français
enfin, métropole ou Europe de proximité, les Belges et les Suisses probablement. Mais 12,5% d'internautes sur Fun sont africains. Et je voudrais, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a une minute, 50% des inscrits sur Fun sont intéressés par une attestation. Quand nous avons fait l'enquête, il y a eu un nombre d'internautes africains significatifs qui ont répondu à l'enquête. Et à cette question, êtes-vous intéressé par une attestation ? 82% d'entre eux ont dit oui. Et je vous livre cette donnée-là parce que je pense qu'elle est absolument significative. Et pour reprendre l'exposé que vous avez fait ce matin, je pense vraiment que l'impact de ces nouveaux outils de formation vis-à-vis des internautes francophones partout dans le monde est un vrai sujet sur lequel et le ministère et les établissements d'enseignement supérieur sont vraiment très, très attentifs. Alors, la communauté Fun. Donc, si vous voulez, vous avez compris, on a mis en place une plateforme. Bon, les établissements ont commencé à jouer le jeu. Ils ont commencé à construire des MOOC. Ils ont souffert. Ils ont tous compris que construire un MOOC était un travail de longue haleine. On a eu des sueurs froides au mois de janvier parce que, évidemment, quand un prof d'université décide au mois de mai ou juin, quand il a fini de corriger ses examens puis qu'il a un peu de temps libre devant lui, de faire un MOOC, il a une ambition incroyable. Il trouve autour de lui une équipe avec des ingénieurs pédagogiques, une équipe audiovisuelle, un chef de projet qui va l'aider à mener à bien son MOOC, un ensemble de collègues qui vont construire le MOOC avec lui. Et puis ensuite, la réalité rattrape tout le monde. Et la réalité, c'est qu'évidemment, on manque de temps. Donc, au-delà de cette aventure qui a été une aventure dans les établissements, ce que nous avons vraiment voulu faire au niveau national, c'est de commencer à créer une communauté. Parce qu'on amenait un nouvel outil dans le paysage, on amenait une transformation, probablement des éléments très disruptifs pour rebondir sur la question que posait un collègue tout à l'heure. Et donc, il fallait absolument que cette communauté, elle commence à se créer. Donc, on a mis en place un réseau. Donc, dès le mois d'août l'année dernière, on a sollicité l'ensemble des universités et les écoles en disant désignez en votre sein des référents et des correspondants. Notre idée, c'était d'avoir à la fois des responsables politiques. C'est ce qu'on a voulu dire avec un référent. Le référent, c'est vraiment celui qui, dans l'établissement, porte la politique numérique. Et puis des correspondants qui sont plutôt les responsables fonctionnels, les responsables des services TIS, les responsables des services d'accompagnement au numérique. Et donc, on a très rapidement, dès le mois de septembre de l'année dernière, vu remonter les noms de 200 personnes. Et donc, nous avons commencé à mettre en place pour ces 200 personnes un plan de formation qui a démarré l'année dernière au mois de septembre et qui s'est poursuivi toute l'automne, et que nous avons réenclenché là au mois de septembre dernier avec évidemment des formations différentes. Aujourd'hui, on en est à 170 personnes et on va encore en former d'ici la fin de l'année une quarantaine d'autres dans 2 sessions de formation qu'on met en place. On a par ailleurs travaillé l'année dernière avec ces experts qui ont travaillé avec nous tout l'été à mettre en place des guides méthodologiques, à mettre en place des guides de bonne pratique. On continue de faire évoluer ces outils-là. On met en place des fiches de procédure. On a mis en place une charte qualité que les établissements et les enseignants s'engagent à respecter lorsqu'ils viennent sur Fun. Et puis, on a mis en place également en interne à l'équipe Fun, ce qu'on a appelé une cellule d'appui. Aujourd'hui, l'équipe Fun, c'est d'une part une équipe technique avec des ingénieurs informaticiens et puis une équipe fonctionnelle de taille relativement réduite que nous appelons la cellule d'appui. Fun n'a pas vocation à aider un prof à faire un MOOC. Nous n'avons pas les ressources internes en maîtrise de projet, en ingénierie pédagogique, en audiovisuel, pour aider les professeurs à faire leur MOOC. C'est de la responsabilité des établissements. Pour autant, si on veut que l'ensemble des établissements s'emparent de ces évolutions et s'emparent de ces problématiques, il faut évidemment qu'on puisse accompagner les correspondants dans les établissements, les équipes qui vont être en prise avec les profs. Et donc, la cellule d'appui est vraiment cette équipe interne à Fun qui fait l'interface avec les établissements,
lorsqu'il y a des projets de MOOC, pour suivre ces projets, pour les accompagner, pour suivre l'évolution de la construction dans ce long processus qu'est la construction d'un MOOC entre le moment où on dit qu'on y va et le moment où le teaser est en ligne et on démarre les inscriptions. Donc c'est tout ce travail-là qu'on fait. On organise évidemment des classes virtuelles pour s'approprier la plateforme. On fait des rendez-vous avec eux. On organise régulièrement des séminaires. Donc voilà, ça c'est tout le travail qu'on a essayé de mettre en œuvre pour mettre en mouvement la communauté universitaire autour des MOOC. Par ailleurs, on a mis en place un certain nombre de groupes de travail, certification, accessibilité, anonymisation des données et stratégie de mise en place de ces données à des fins de recherche, les problématiques autour des data analytics, les questions de ressources en ligne, enfin toutes ces questions-là. Donc on a ces groupes de travail et les collègues des établissements participent à ces groupes de travail. Et puis par ailleurs, évidemment, on a mis en place un tout petit peu de gouvernance autour de ce projet. Donc on a un comité d'orientation, un comité autour des questions d'usage et les membres de ces comités, ce sont les représentants des établissements qui sont sur Fun. Alors par ailleurs, on a commencé à mettre en place des événements participatifs. Alors, un MOOC Camp, c'est un événement qui dure une journée. On s'amuse à construire des projets de MOOC. Donc, on en a organisé un en janvier, on en a organisé un en juin. En janvier, c'est un événement qui a eu lieu à Paris. Il y avait 300 personnes, je crois. Et en juin, on a refait la même chose. On l'a fait dans 7 villes en France. 6 villes en France, plus une ville à l'étranger, à Tunis. Et donc, un MOOC Camp, c'est un événement qui regroupe dans un même lieu des gens assez improbables qui se seraient sans doute pas rencontrés si on n'avait pas provoqué l'événement, des universitaires, des étudiants, des gens des start-up, des gens du monde associatif, des citoyens qui sont passionnés par les questions d'éducation et qui, pendant une journée, vont se retrouver et en atelier vont construire des projets de MOOC. Et certains des projets de MOOC qui sont en train de se construire aujourd'hui ont été initiés dans ce type d'événement. Voilà. Alors, Fun, perspective à court terme. Le développement à l'international. Alors, on a depuis janvier de cette année un partenariat avec l'AUF. AUF, Association universitaire de la francophonie. L'AUF, dans le cadre de ces projets, a lancé un appel à projet pour financer la construction de MOOC dans des pays francophones du Sud. Donc l'appel à projet qui a été lancé par l'AUF au mois de janvier ou février, qui a été notifié au mois de mai, va permettre d'accompagner avec des financements 6 universités du Sud pour produire des MOOC. Et donc ces MOOC, nous allons aider à la formation. D'ailleurs, il y a trois personnes de l'équipe Fun qui vont à Tunis la semaine prochaine pour former les profs. Il y a des profs tunisiens, des profs marocains, vietnamiens, maliens qui vont être formés pour construire leurs MOOC. Ces MOOC seront sur Fun. Par ailleurs, nous commençons à voir émerger des projets de MOOC Nord-Sud. Si vous allez sur la plateforme, vous verrez qu'il y a un projet, enfin, ce n'est pas un projet puisque c'est un MOOC qui est sur Fun. Ce MOOC s'appelle « Des rivières et des hommes ». C'est un MOOC qui est construit avec des collègues de Grenoble et des collègues de différentes institutions à l'international, dont des institutions du Sud, qui visent à construire un MOOC autour de la problématique de l'eau et de l'impact de l'homme sur l'eau dans les différents processus qui touchent à la rivière et à l'utilisation de la surpêche, l'industrialisation, les déchets, enfin toutes ces questions autour de la rivière et de l'impact de l'homme sur les rivières. Et ça, c'est vraiment un MOOC qui est construit dans le cadre d'un projet international qui s'appelle Récif, qui est vraiment construit nord-sud. Et par ailleurs, nous avons 2 projets de l'Académie des sciences qui sont en train d'être construits, et non plus des MOOC faits par des profs français qui seront utilisés dans des universités africaines, mais bien pensés dès le départ avec une équipe franco-africaine de profs
construire ensemble le MOOC. Il y a donc 2 projets qui sont pilotés par l'Académie des sciences, qui vont être construits entre des profs du Nord français et des profs des pays du Sud, un autour de la biologie et un autour des mathématiques. Donc il y a vraiment cette émergence-là qu'on est en train de voir. Bon, les évolutions sur la plateforme, évidemment, on en a, c'est indispensable. L'expérience utilisateur est au cœur de nos problématiques, donc l'importance de faire évoluer la plateforme est évidemment cruciale. La question de la certification. Aujourd'hui, sur Fun, lorsque les enseignants le décident, nous donnons à la fin du MOOC une attestation de suivi avec succès. Certificate of Accomplishment. L'enjeu, c'est évidemment de donner des certificats, Verified Certificate. Donc, et en particulier pour un certain nombre d'internautes qui sont vraiment en attente de ces certificats. Donc là encore, dans le cadre de notre partenariat avec l'AUF, sur 2 MOOC cette année, nous avons expérimenté la certification. Comme le disait très justement M. Diallo tout à l'heure, dans les pays du Sud, la capacité à avoir des connexions qui permettent de passer l'examen en ligne est juste pas très raisonnable dans beaucoup d'endroits. Donc la capacité que nous avons à avoir des points de relais dans les pays du Sud pour que la certification puisse se passer en présentiel dans des lieux homologués, c'est exactement ce que nous avons construit avec l'AUF. Ce qui ne veut pas dire que nous ne travaillons pas également en parallèle sur de la certification en ligne avec des solutions de type proctoring. Et donc, nous avons testé les 2 solutions. Mais on voit bien aujourd'hui que sur Fun, quand on interroge les internautes qui sont intéressés par les processus de certification, il y a ceux qui sont dans des environnements pour lesquels la certification en ligne avec des processus de type proctoring est possible. Et il y a des internautes pour lesquels ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est vraiment une question sur laquelle on a la volonté de travailler, en particulier du côté de la francophonie, où les problématiques d'équipement et de qualité de la bande passante est un vrai sujet. Alors, vous imaginez bien que les MOOC ne sont pas arrivés en France sans créer de la polémique, sans créer des conflits. Donc évidemment, rappelons-nous que l'ambition du ministère, ce n'est pas de faire des MOOC pour des MOOC, c'est bien d'accompagner la transformation de l'enseignement supérieur et de la pédagogie. Et donc, on regarde avec beaucoup d'attention toutes les initiatives qui sont déjà en train de se passer à travers les MOOC qui sont sur Fun. La première question, évidemment, c'est toutes les questions de classe inversée, de blended learning, de réutilisation du MOOC dans la classe, sur le campus. Et ça, on commence à le voir. Je pense par exemple à plusieurs MOOC, en tout cas un MOOC pour l'instant, mais d'autres en prévision, de l'Institut Mines Télécom. Un prof de l'Institut Mines Télécom a été le porteur d'un MOOC qui s'est joué au printemps avec quelques collègues d'autres écoles de l'Institut. Et aujourd'hui, ce MOOC est utilisé dans d'autres écoles de l'Institut en classe inversée. Ce MOOC a même été joué il y a quelques semaines pour des étudiants haïtiens. Donc on voit bien que l'utilisation des MOOC est déjà en train d'évoluer vers des SPOC. Et nous avons plusieurs instances de MOOC qui ont été jouées au printemps, qui sont en train d'être rejouées sur une instance OpenEDX privée, en quelque sorte, sous forme de SPOC. Ensuite, évidemment, le gros sujet, c'est l'intérêt des MOOC dans le domaine de la formation continue. Et si je reviens sur l'exemple du manager ou leader de tout à l'heure, vous imaginez bien que ce MOOC intéresse beaucoup les DRH d'entreprise et que l'équipe Fun d'un côté et l'établissement porteur de ce MOOC de l'autre ont été contactés pour voir comment ce MOOC peut être utilisé à des fins de formation continue. Et d'ailleurs, juste une anecdote, quelqu'un qui a terminé ce MOOC, qui est quelqu'un qui est salarié, nous a contactés après avoir reçu l'attestation de suivi de réussite du MOOC en nous disant « Maintenant que j'ai ce document, aidez-moi à valoriser ce document dans le cadre de la formation continue que je dois faire intra-entreprise », ce qu'en français on appelle le DIF, le congé individuel de formation. Donc, beaucoup de sujets, et les établissements qui ont commencé à faire des MOOC véritablement commencent à regarder très sérieusement comment ils peuvent réutiliser ces contenus dans le domaine de la formation continue.
Bon, et puis par ailleurs, évidemment, le ministère met des moyens sur ce type d'action. Donc il y a une série d'appels à projets qui sont en cours pour accompagner les établissements avec des moyens, soit du côté des équipements, c'est ce qu'est l'appel à projet Créamouk, soit du côté de financement pour produire des contenus. Et si je m'arrête sur quelques mots de conclusion, si l'initiative MOOC a eu, à mon sens, un intérêt majeur, c'est de vraiment mettre le numérique au cœur des débats. Ce qui me paraît très clair aujourd'hui, bien plus qu'il y a un an, c'est que les gouvernances des établissements, les directions d'université, les présidences d'université parlent beaucoup plus du numérique et font plus qu'en parler, véritablement réfléchissent et mettent en place des plans d'action pour mettre le numérique beaucoup plus au cœur de leur stratégie qu'ils n'ont pu le faire dans le passé. Ce qui est certain aussi, c'est que même si les polémiques ont été vives dans la communauté universitaire, les MOOC et l'initiative a mis cette communauté en mouvement. Beaucoup de débats, des débats conflictuels, mais en tout cas des débats. Et en tout cas, la conviction dans la tête de beaucoup d'enseignants qu'il se passe des choses, qu'il faut en être, et que ça ne va pas forcément être simple, mais voilà. Et le troisième élément, à mon sens, de transformation aussi, c'est une bien meilleure place, bien plus visible place pour toutes les équipes d'accompagnement, toutes les équipes d'ingénierie pédagogique qui, aujourd'hui, se sentent complètement revalorisées parce que lorsqu'il y a encore 2-3 ans, c'était les empêcheurs de tourner en rond qui obligeaient le prof à mettre son PDF sur une plateforme Moodle. Je caricature un peu, mais il y a quand même un petit peu de ça. Aujourd'hui, les enseignants qui se lancent dans l'initiative de construire des contenus numériques réalisent qu'on ne peut plus faire son métier d'enseignant comme un métier solitaire. On a besoin d'un ensemble de compétences. Et du coup, le positionnement de ces équipes dans les établissements est vraiment en train de se revaloriser. Donc, bien entendu, l'ambition du ministère, c'est de continuer d'accompagner sur le sujet MOOC cette évolution, faire en sorte qu'il y ait davantage de MOOC, faire en sorte que la politique éditoriale collective continue à se structurer, continuer d'élargir les partenariats, mais bien évidemment, l'ambition première reste de se préoccuper de la transformation de l'enseignement supérieur français et des formations dans l'enseignement supérieur français. Et c'est pourquoi il y a des initiatives en matière d'appel à projets qui vont sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui, au-delà des MOOC, vont aider à financer des formations numériques et développer une offre de formation numérique beaucoup plus visible. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Je suis à l'écoute de toutes vos interrogations. Merci beaucoup pour cette présentation très très stimulante. C'est impressionnant hein, quand même. En fait, j'aurais 2 questions. C'est un peu des questions, on va dire, simples. Voilà, simples, mais à mon avis, pas facile à répondre. C'est d'abord peut-être essayer de... Est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer comment vous avez... comment on peut comprendre cette évolution si rapide ? En général, il y a quelque chose avant, il y a toute une analyse des conditions préalables à la mise en place de cette initiative. Et je pense que vous avez sûrement quelques réponses à nous donner. Dans quelles conditions, c'est une question de Fulan à propos de l'innovation, hein. Dans quelles conditions les innovateurs sont-ils pour faire ce qu'ils ont fait ? Et donc, voilà, ça c'est une première question. Puis, deuxième question, mais c'est plutôt un étonnement. Bon, je connaissais bien entendu les initiatives, mais c'est toujours intéressant d'aller voir les titres des cours. Mmh. Et si on compare par rapport, évidemment je ne connais pas toutes les offres de Harvard ou ailleurs, mais ce sont quand même des offres assez originales et pointues. Hein, donc
fun au sens de fun, de amusant. Et peut-être que vous pourriez aussi nous expliquer pourquoi ces choix assez originaux, au fond, qui ne redoublent pas, je crois, le titre, enfin souvent, le titre de cours existant. C'est une autre offre, en fait. Tout à fait. Alors, peut-être pour répondre d'abord à cette seconde question, ce qui est sûr, c'est que les contenus de MOOC qui sont sur Fun sont de la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur. Donc, très clairement, la plupart des établissements ont effectivement choisi de proposer une offre qui ne colle pas au cours qui est dans tel programme à tel endroit. Donc ça c'est tout à fait certain. Pour autant, si vous voulez, je pense par exemple aux 3 MOOC de Panthéon Assas qui ont été mis sur Fun dès l'année dernière. Il y a eu une volonté de mettre des titres qui ne sont pas les titres abscons qu'on trouve dans un programme de droit, mais néanmoins, ces MOOC correspondent à des cours de première année. Donc il y a aussi eu de la part de certains enseignants la volonté d'expliciter à travers le titre un contenu qui soit peut-être plus intelligible que le contenu qu'ils vont mettre traditionnellement dans la licence de droit, parce que c'est plus une pratique. S'agissant de l'ensemble des contenus, c'est vrai qu'il y a des contenus qui sont plutôt des contenus niveau licence. Il y a quelques contenus plutôt niveau master. Mais en tout cas, il s'agit vraiment d'une offre qui a été conçue pour le MOOC. Même si certains sont maintenant en train de, comme je l'expliquais pour l'Institut Mines Télécom, en train de réutiliser vraiment les MOOC dans leurs enseignements. Peut-être juste pour continuer sur cette question-là, il y a un élément que j'ai oublié de mentionner sur mon slide, c'est la question des collections de MOOC ou des séries de MOOC. Je pense qu'une des évolutions majeures, elle doit aller vers ça. Aujourd'hui, sur Fun, il y a 2 petites séries qui, je pense, méritent d'être mentionnées. Une série autour des compétences informatiques et numériques, avec une série de 4 MOOC qui couvrent le champ de compétences du C2I, Certificat informatique et Internet. Et puis, une série de MOOC portés par l'ENS Cachan, dont Eric est un des grands chefs d'orchestre, qui s'appelle « Étudier et enseigner avec le numérique » et qui est en train de se décliner cet automne avec un MOOC autour d'étudier et enseigner avec le numérique en mathématiques et un autre autour d'étudier et enseigner avec le numérique en langue. Et il y en a un 3e qui va sortir dans les toutes prochaines semaines autour des problématiques de formation pour adultes. Donc, on voit bien là qu'on est sur une offre qui se veut différenciante. Si je cherche à répondre à la première question, pourquoi on a réussi à aller si vite ? Parce qu'on s'est vraiment mis dans un mode agile, on s'est vraiment mis dans un mode start-up. Dès lors qu'on a fait la proposition... Ok, la question était, est-ce que vous êtes capable de mettre en place une plateforme de MOOC ? Dès lors qu'on a expliqué au cabinet comment on pouvait le faire et qu'on a eu le go, on a vraiment eu les moyens et la liberté de le faire. Du coup, on était dans un processus qui était à côté. La volonté politique de Geneviève Fioraso de dire la France prend du retard sur cette question, si on peut avoir une initiative qui nous aide à combler ce retard, qui aide les établissements à avoir un endroit où ils peuvent mettre leur MOOC et où on va leur donner de la visibilité et où le ministère, avec les leviers de communication qui sont les siens, va accroître la visibilité de l'initiative parce que, évidemment, vous imaginez bien, quand on regarde les statistiques d'inscription sur la plateforme, le jour où la ministre fait une communication, tout d'un coup, on a un pic d'inscription qui est important. Donc, dès lors que le projet avait été approuvé, on a eu les moyens et l'autonomie et donc on s'est mis dans un mécanisme vraiment très agile pour le mener à terme. Mais on n'est pas du tout passé par une case où effectivement on aurait mis en place des comités qui... voilà. La volonté politique a été là, l'impulsion a été donnée et du coup on a pu agir et agir avec
relativement de rapidité. Alain Martin, vous avez un modèle avec une stratégie génératrice très innovante, très cartésienne aussi. Je me rappelle le Minitel et aussi le travail de l'ENIC, l'École nouvelle des ingénieurs en communication, à l'Université technique à Naples il y a à peu près 25 ans, qui était parmi les pionniers dans l'éducation à distance. Ils focalisaient sur les techniciens supérieurs pour être ingénieurs. Ils ont réussi à implanter leur approche dans 16 places, SNCF, France Télécom, etc. Malheureusement, il n'y a pas eu de résilience by design, comme on dit, sustainability by design. Est-ce que vous avez approché le problème de la résilience? Et ma deuxième question, c'est votre approche est complémentaire parce que vous avez un créneau par rapport à Harvard ou par rapport à ce qui se passe au Canada ou dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a une possibilité de confédérer vos approches pour avoir une synergie? Alors, confédérer les approches pour avoir une synergie, je ne suis pas sûre de bien voir ce que vous entendez par là. Si oui, déjà, le fait qu'on ait fait le choix d'une solution OpenEDX, c'est pour nous un élément très structurant et on voit bien que la communauté autour d'OpenEDX est vraiment en train de se structurer et qu'il y a des avancées significatives et on sent bien qu'il va y avoir des avancées encore plus significatives dans les prochains mois. Donc, je pense que ce choix stratégique-là, c'est déjà un choix collectif et on espère bien qu'à travers l'équipe Fun et les laboratoires français qui sont déjà en train de travailler sur certains sujets d'innovation à ajouter à OpenEDX, qu'on puisse nous-mêmes être contributeurs de cette initiative-là. Donc je crois vraiment qu'on est dans cette logique-là qui est gagnante pour tout le monde. Maintenant, je ne l'ai pas dit, mais on va avoir sur Fun très bientôt une première université belge. Donc, si vous voulez, il n'est pas du tout exclu que l'initiative agrège des établissements francophones qui aient envie, du côté de la francophonie, de se donner de la visibilité. Voilà. Ce que je voulais dire par confédéré, par exemple, si on prend le domaine de la science et du génie, c'est là où on accumule du retard par rapport aux Asiatiques, quel que soit le pays dans l'Occident, et préparer les élèves des écoles secondaires, des lycées, en sciences et en mathématiques. Ce que fait le MIT serait intéressant. Tout à fait, tout à fait. Ça, avec vous. Tout à fait. Parce que nos grandes écoles en ont besoin aussi. Absolument, absolument. Aujourd'hui, c'est vrai que l'offre qui est sur Fun est une offre des établissements d'enseignement supérieur, qui est plutôt une offre niveau licence ou master. La question du développement d'une offre autour des lycéens est une question qui est ouverte et sur laquelle on voudrait vraiment arriver à travailler. Il y a déjà un MOOC qui a eu beaucoup de succès, qui était un MOOC de vulgarisation scientifique, qui était justement dans cette optique-là. Comment est-ce qu'à travers de un MOOC assez sympa, avec des vidéos assez ludiques, on arrive à expliquer des phénomènes scientifiques à ceux qui s'inscrivent, avec une cible qui était avérée sur ce MOOC, de cibler les jeunes lycéens, justement pour les réorienter vers les études scientifiques. En France, comme partout en Europe, le désintérêt pour les études scientifiques est vraiment très très fort. Moi, ce dont je rêve évidemment pour les prochains mois, c'est qu'on développe vraiment une offre au niveau des lycéens. On sait aujourd'hui les études universitaires, la première année est une année difficile parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Donc, avoir une offre de MOOC qui permettrait d'aider à l'orientation des lycéens, qui leur permettrait de vérifier leurs compétences avant de rentrer à l'université, voire de renforcer leurs compétences, voire lorsqu'ils sont arrivés à l'université et qu'ils ont quelques difficultés au bout d'un mois et demi, pouvoir
prescrire certains MOOC pour les aider à rattraper les compétences qui sont peut-être un peu défaillantes, ça, ce sont des sujets qui sont absolument structurants. C'est absolument vrai dans le domaine des sciences, mais je pense que c'est plus largement vrai dans d'autres domaines. Certains collègues de médecine disent c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à mieux expliquer ce que c'est que la médecine, ce que sont les études de médecine, quelles sont les compétences qu'il faut avoir en médecine avant de venir à l'université. Il y a tout un tas de disciplines qui ne sont pas du tout enseignées au lycée et dont les étudiants se font une idée parfois très fantasmatique et avec évidemment une déception et derrière la déception potentiellement des échecs. Et évidemment que ces collègues sont tout à fait intéressés à l'idée de pouvoir promouvoir à travers des MOOC une meilleure compréhension et de ces disciplines et des compétences qu'il faut avoir et peut-être dans certains cas des connaissances qu'il vaut mieux avoir pour s'y lancer avec succès. Donc c'est certain que c'est un enjeu tout à fait significatif. Hein. Merci. Il me semble qu'il y avait une autre question, je l'ai oubliée. Quelle était l'autre question? On a beaucoup parlé de la deuxième question, je ne me rappelle plus de la première. Dans un autre ordre d'idées, je ne peux pas m'empêcher d'en profiter puisque la parole m'est permise. La conférencière précédente a parlé de la crainte et de la grande réserve de la résistance en Ontario d'embarquer dans un voyage numérique en raison de la perte des frais d'inscription. Alors que vous allez tout à fait dans le sens de plutôt faire la promotion de la francophonie et de la visibilité. Pouvez-vous commenter? Alors, la question des frais d'inscription n'est pas du tout une question qui est similaire au niveau de la France qu'elle ne peut l'être ici. Vous savez qu'un étudiant en France s'inscrit pour quelques toutes petites centaines d'euros à un diplôme. Donc, s'il doit y avoir des freins, ces freins sont plutôt dans la tête des enseignants qui peuvent avoir une crainte d'abord de se livrer à ce type de démarche qui leur donne de la visibilité et une peur de perdre leur image. Certains universitaires pensent aussi que les MOOC vont faire qu'ils n'auront plus d'emploi. Donc ça, c'est aussi un problème. Et puis, du côté des institutions, la question qui est très souvent posée, sur laquelle aujourd'hui on n'a pas encore de réponse très solide en termes de modèle économique, c'est du coût de fabrication d'un MOOC. Donc, toutes ces questions-là, elles existent. Ça n'a pas empêché le système de se mettre en route avec des premières initiatives pilotes, hein, et avec des premiers enseignants qui ont accepté de se lancer dans ces initiatives-là. Moi, ce que je constate, c'est que c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que les premiers profs qui se sont lancés sont venus témoigner dans les séminaires, ont fait des émules autour d'eux, et finalement, on met en mouvement cette machine-là. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, ça ne veut pas dire que les craintes disparaissent, mais petit à petit, les débats se font, les questions sont posées, les arguments sont entendus de part et d'autre, et petit à petit, les lignes évoluent. Mais je crois qu'il faut rester très lucide. On est encore loin d'une adoption absolument généralisée et d'un développement tout à fait significatif. Ce qui est en marche, par contre, très clairement, c'est la compréhension collective que le numérique est en train de changer nos vies d'enseignants, nos vies d'universitaires, et qu'il vaut mieux être acteur que de subir. Il y a suffisamment d'exemples où le numérique a cassé des secteurs qui n'ont pas voulu bouger pour que le monde de l'enseignement supérieur essaie de ne pas reproduire cette erreur-là. Merci, un plaisir. Une question concernant les enseignants justement du supérieur, qui s'appuie sur votre exposé et aussi sur des remarques qui ont été faites au cours des exposés précédents. Je suis frappé par le fait que les MOOC, ou l'enseignement à distance, présentés comme un outil professionnel, s'appuient principalement sur de volontariat et donc finalement sur une activité qui serait marginale. Est-ce qu'il serait imaginable
d'avoir une intégration dans l'activité professionnelle, à la fois de la production des MOOC, comme cela a été dit à propos des Open Textbooks. D'ailleurs, j'ai été très frappé par le fait qu'il y ait une rémunération pour la création, pour le review et pour la modification, l'évolution des textbooks, de ces Open Textbooks. À titre d'exemple, à la faculté de médecine à Grenoble, où le premier cycle s'appuie sur un enseignement en ligne, autrefois sur DVD, maintenant sur Internet, 30% des enseignements sont renouvelés chaque année, partiellement ou totalement. C'est-à-dire que l'activité intellectuelle qui conduit à la production des MOOC, en fait, ne s'arrête pas une fois le MOOC. Il faut le renouveler, il faut le faire évoluer. Ouais. Il y a manifestement là une activité professionnelle. Est-ce qu'il y a une possibilité, alors je vais parler du franco-français, d'intégration dans les services d'enseignement, dans les fameux 192 heures, d'intégration dans les services d'enseignement, du travail de fabrication, d'évolution, de review, mais aussi le MOOC a un début et une fin parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui parle, qui s'adresse, qui anime. Ces personnes qui sont disponibles pendant la durée du MOOC, je ne vois pas, enfin, sur le principe, je ne vois pas ce qui empêcherait que ça fasse partie des services d'enseignement, d'autant que c'est un service qui serait vérifiable. Reste effectivement à ce que les tutelles, dans notre pays, principalement le ministère, s'expriment sur cette évolution. Alors, dans l'agenda numérique qui a été présenté par Geneviève Fioraso l'an dernier, autour de la question des enseignants et de l'évolution de leur pratique pédagogique, il y a 3 actions qui ont été mises en place. Une action d'accompagnement en termes de formation, une deuxième action autour du renforcement des services d'accompagnement, donc des services d'ingénierie pédagogique, avec une annonce que Geneviève Fioraso a fait l'an dernier de consacrer 10% des postes créés par an dans le supérieur à ces sujets autour du numérique. Et puis la troisième action qui a été lancée, c'est vraiment de dire il faut absolument que l'enseignement fasse partie de l'évolution de la carrière. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse à ces questions. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays respectifs, mais en France, la carrière de l'enseignant-chercheur, la carrière de l'universitaire est essentiellement pilotée par ses activités de recherche. Et donc, on sait tous que s'investir dans un enseignement avec du numérique, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, si ça n'est pas reconnu, si ça n'est pas mieux reconnu, eh bien, on va effectivement aux difficultés. Maintenant, sur la question de est-ce qu'on prend en compte cette pratique nouvelle dans le temps de travail enseignement d'un universitaire. Si Simone Bonafou, la directrice d'enseignement supérieur, était là, elle vous dirait les universités ont déjà tous les leviers juridiques pour le faire. Si je regarde comment ça s'est passé pour les établissements qui sont sur Fun aujourd'hui, je prends l'exemple de Nanterre. Nanterre, Université Paris-Ouest Nanterre, a mis en place 2 MOOC sur Fun, le MOOC de philosophie dont je parlais tout à l'heure et le MOOC d'histoire de la Grande Guerre. Le président était l'impulseur de cette dynamique-là et il a lancé à la cantonade dans son université on va mobiliser les ressources financières et humaines pour produire 2-3 MOOC. Qui a envie de se lancer? Et les philosophes et les historiens l'ont fait bénévolement. A contrario, dans d'autres établissements, le MOOC est valorisé comme si c'était une unité d'enseignement. C'est par exemple très clairement le cas du CNAM. Dans certains établissements, le prof est déchargé d'un cours je ne sais pas comment appeler ça, enfin un cours normal, un cours présentiel pour faire un MOOC. Le coût des tuteurs, vous parliez du fait que quand un MOOC se joue, il y a toute une équipe d'animation. Ça aussi, dans certains établissements, c'est pris en compte. Maintenant, au niveau national, compte tenu des dispositifs qui sont en place et compte tenu de l'autonomie des établissements, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'espace pour légiférer au plan national sur ces questions-là. Mais les établissements ont la possibilité de le faire. Après, la question, c'est que si effectivement le MOOC vient en plus et qu'il faut dégager des ressources humaines et financières pour le faire, sans enlever le reste de la charge, il faut trouver ces moyens-là en plus. Donc c'est une vraie question. Vous prenez par exemple le Presse Sorbonne Paris-Cité. Dans le cadre de leur initiative d'excellence, ils ont lancé un appel à projet. Ils vont fabriquer dans les 18 mois 20 MOOC. Et ces MOOC vont être financés. Donc chaque établissement a des réponses à cette question qui peuvent être variables en fonction de son contexte, ses moyens financiers et surtout de ses décisions stratégiques.
Merci à vous.